Ève de Gary-Lamanque, conservatrice de l'art contemporain au Musée régional de Rimouski, nous entretient sur Françoise Sullivan, ses influences, ses voyages et ses sources d'inspiration. Au début des années 40, alors que Françoise Sullivan était toute jeune puis étudiante à l'École des beaux-arts de Montréal en peinture, on remarquait qu'il y avait une certaine saveur primitiviste à ses œuvres. Ça, c'est-à-dire que le primitivisme, c'est un courant ou une certaine façon de faire là, qui était très en vogue à la fin du 19e siècle, puis dans toute la première partie du 20e siècle, entre autres en Europe, où est-ce qu'on voyait des artistes qui décidaient de se tourner vers les autres cultures, les cultures plus anciennes, ou en fait, surtout les cultures non occidentales, afin d'apprendre de ces cultures-là, de voir les façons qu'elles ont de peindre, de sculpter, de danser différemment. Puis tout ça, ça les aidait à avoir un nouveau vocabulaire visuel qui vraiment s'élargissait. On peut penser à Picasso et l'art africain, tout ce qui était japonais dans le travail de Van Gogh, par exemple, Matisse et les fauvistes, cette façon d'utiliser les couleurs, les formes, les motifs, d'appliquer la peinture sur la toile aussi. Tout ça, ça avait déjà une grande influence sur son travail. Puis en fait, c'était très dans l'air du temps. Mais là, un peu plus tard, Sullivan commence à mettre de côté la peinture pour se consacrer davantage à l'étude de la danse. Puis à Montréal, elle étudiait avec M. Crevier en ballet classique, puis il n'y avait rien vraiment qui pouvait se présenter à elle en tant qu'apprentissage de danse plus contemporaine ou différente. Rapidement, ce qu'elle a décidé de faire, c'est que, alors qu'elle était une jeune femme célibataire, elle se déplace, elle s'en va à New York pour étudier la danse contemporaine dans plein de studios assez éclatés, underground à souhait. Mais ça, je dois dire, oui, femme célibataire, années 40, juste après la guerre, ça semble déjà assez inusité, je pense, un tel déplacement. Il faut se rappeler que Sullivan était quand même issue d'une classe assez bourgeoise, puis elle était donc parfaitement bilingue aussi. Elle avait un père qui était anglophone, elle avait déjà voyagé un peu au Canada, et puis ça pouvait lui ouvrir quelques portes. Puis en plus, c'est qu'elle avait plusieurs contacts, plusieurs amis qui vaquaient dans le milieu de la culture et des arts à Montréal et ailleurs. Puis il se trouvait que Louise Renaud, qui, elle aussi, se tenait avec les automatistes, était partie étudier les arts de la scène, puis tout ce qui est la technique, l'éclairage de scène à New York. Donc, Sullivan peut aller finalement vivre en appartement avec Renaud à New York, fait qu'elle a déjà des petites bases, elle a un petit pied à terre quand même assez rapidement. Alors, pendant qu'elle est à New York, Sullivan va fréquenter plusieurs studios de danse importants. Mais celui qui aura vraiment un impact immense sur sa formation en tant que chorégraphe, que danseuse, mais qu'artiste au sens général du terme, c'est en fait le studio de Franziska Boas, qui est la fille du grand anthropologue Franz Boas. Ce qui est exceptionnel dans ce studio-là, c'est que c'est un studio qui est antiraciste, qui est démocratique, qui est très idéaliste, qui est très ouvert aussi sur l'autre puis sur les autres cultures. Alors, il fréquente des danseurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui appartiennent à différentes ethnies, qui ont diverses croyances. Puis, en fait, Boas, dans son studio, ils font non seulement de la danse puis beaucoup d'improvisation, mais Boas, elle offre des séminaires d'anthropologie à ses étudiants en danse, puis elle les forme à l'écoute de la musique non occidentale. Alors, pendant tout son temps à New York, puis c'est la même chose en fait chez Louise Renaud, qui est là aussi depuis quelque temps, les deux gardent contact toujours avec leurs amis automatistes à Montréal. C'est-à-dire qu'ils correspondent régulièrement, ils se partagent leurs lectures, leurs idées. Puis, donc, la présence de Sullivan à New York va aussi vraiment permettre à élargir les horizons des autres artistes qui sont demeurés à Montréal, puis va nourrir la discussion pour ce qui mènera éventuellement vers le refus global. Donc, Sullivan envoie de ses découvertes à Montréal, elle les partage avec ses collègues, et puis elle contribue véritablement au discours, mais aussi, en fait, elle contribue à l'épanouissement puis au rayonnement de l'art québécois puis des automatistes en particulier à l'extérieur du Québec et du Canada. Puis ça, c'est quand même exceptionnel parce qu'en fait, Sullivan, en janvier 1946, elle présente et elle organise la première exposition des automatistes à l'extérieur du Canada.
C'est une exposition qu'elle va présenter dans le studio de Francisca Boas. Alors, quelques temps après, Françoise Sullivan revient à Montréal. Il y aura la publication de La danse et l'espoir et du refus global, puis éventuellement, elle va se marier avec Patterson Ewing, qui est un peintre, et puis elle va fonder une famille. Alors, son mariage dure une bonne quinzaine d'années, mais vers 1965, le couple de Patterson Ewing et de Sullivan s'épuise, les relations deviennent plus difficiles, éventuellement ils se séparent. Et puis, Françoise Sullivan, qui n'avait pas voyagé vraiment depuis New York, en fait, dans les années 40, bien là, en 1970, elle se dit que c'est le moment. Elle fait son premier véritable voyage en Europe. Elle se déplace en Italie, puis ça va être à Rome qu'elle va découvrir l'Arte Povera et rencontrer plusieurs artistes très, très importants de ce mouvement assez révolutionnaire qui fait écho aussi à un peu tout ce qui se passe au Canada en art visuel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, partout à travers le monde, on se met à se poser des questions sur la marchandisation de l'art, puis sur la contribution de l'art aux inégalités sociales, puis aux inégalités économiques. Alors, de plus en plus, on va essayer de se tourner vers un art qui va être éphémère, qui va être hors des lieux institutionnels, donc hors du musée, hors de la galerie ou du centre d'artistes. Un art qui n'est pas nécessairement un objet, donc qui est plus difficile à vendre aussi. Et puis, on a un lien très fort avec des matières qui sont pauvres. Donc, on va mettre de côté, par exemple, la peinture à l'huile et le marbre en sculpture pour se tourner vers des matériaux qui sont trouvés, qui sont très, très ordinaires, comme la pierre des champs, la terre, le sable. Alors, Sullivan va retourner à des pratiques qu'elle affectionnait déjà à ses débuts, parce que déjà, elle était en danse. Elle a fait de la performance aussi. Elle a fait des œuvres éphémères, in situ, qui étaient hors du musée puis qui étaient complètement spontanées. Ça, c'est comme si je pense à Danse dans la neige, par exemple. Déjà, elle faisait ça dans les années 40. Donc, elle revient d'une certaine manière à ses premières amours et ses préoccupations sociales qui ne l'avaient jamais quittées. Et puis, elle se met à faire de la performance à l'extérieur, à utiliser les pierres, à utiliser aussi la toile brute qu'elle va découper, rapiécer et faire de nouvelles œuvres. Fait qu'on voit déjà dans les années, début des années 80, elle se met à faire une peinture qui est complètement différente avec la série des tons d'eau, puis aussi avec le cycle crétois. C'est deux séries de peintures qui sont vraiment inspirées de tous les voyages qui auront suivi le premier de 1970. On voit aussi le retour à la figuration en peinture avec l'allusion à des sculptures qui étaient sur des sites archéologiques en Turquie. On voit aussi les références nombreuses à la mythologie autour, en fait, tout le long de sa carrière. Si on va penser à certaines chorégraphies, il y en a une qui est intitulée « Dédale », où est-ce qu'on fait référence au mythe de Dédale et du labyrinthe. C'est des notions qui reviennent constamment, puis on voit son amour non seulement pour l'autre, puis une grande curiosité, mais aussi une recherche qui va vraiment à cette rencontre de l'être humain dans une autre culture, mais aussi à une autre époque et à une autre civilisation. Elle y va toujours pour l'universel, pour ce qui est le plus authentique de l'humain. L'exposition Françoise Sullivan, commissariée par Marc Langto et produite par le Musée d'art contemporain de Montréal, est présentée au Musée régional de Rimouski jusqu'au 31 janvier 2021. Le catalogue de l'exposition est disponible à la boutique du musée.